Les salariés de MM Packaging durcissent le ton. Hier après-midi, la majorité d'entre eux ont débrayé devant l'usine de Sarreguemines pour protester contre sa fermeture, annoncée pour fin avril. CFDT et FO, à l'origine du rassemblement, peinent à s'accorder sur la stratégie à adopter pour défendre les salariés. De nouvelles portes d'écluse ont été installées sur le canal de la Sarre. Elles remplacent les anciennes sévèrement corrodées. Le bâtard d'eau a également été entièrement rénové. La fin du chantier est attendue pour fin février, en vue de la réouverture à la navigation le 1er mars. En foot, le SFC a fait match nul face à la réserve professionnelle du FC Sochaux-Montbéliard. Score final 1 but partout. C'est Mohamed Boutargui qui a ouvert le score pour les Sarregueminois avant que l'équipe adverse n'égalise suite à une erreur du gardien des Fayenciers. Le SFC remonte ainsi à la 13e place du classement de National 3. Une association de conseil en gestion de forêts privées vient de voir le jour. Action Forêt, elle est la première en Moselle. Son rôle, offrir aux propriétaires un accompagnement technique, juridique et économique pour l'entretien de leurs parcelles. L'association les invite à se faire connaître dès à présent pour recenser au mieux leurs besoins. Depuis la réintroduction de 20 lynx en Allemagne entre 2016 et 2020, certains ont été aperçus dans les Vosges. Une étude inédite est menée jusqu'en avril pour les recenser. Plus d'une centaine d'appareils photo ont été installés. Les experts préconisent de nouvelles réintroductions pour contrer la dégénérescence génétique qui menace la survie de l'espèce sur ce territoire. À Putelange-au-Lac, des élèves de 6e créent leur propre livre en relief inspiré de La Belle et de la Bête. Ils sont encadrés par Inky, une illustratrice et autrice sud-coréenne. Chaque élève réalise une page de l'ouvrage. Une exposition aura lieu le 14 mars à l'espace culturel en présence de l'artiste. Vous êtes sur Mosaïque Cristal, soyez les bienvenus, merci d'être avec nous en ce jeudi 30 janvier. Dans Face à l'objectif aujourd'hui, nous recevons le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. On reviendra sur son arrivée dans notre territoire il y a quelques semaines et son parcours. Nous évoquerons également ses projets et ses objectifs pour 2025. Mais d'abord, voici ce qui fait l'actualité près de chez vous. On vous en parlait hier, la tension sociale monte chez MM Packaging en zone industrielle de Sarreguemines. Mercredi après-midi, la majorité des 50 salariés de l'usine d'emballage ont débrayé pour contester la fermeture du site annoncée pour la fin avril. Un rassemblement à l'appel des syndicats CFDT et FO qui a été marqué par de vifs échanges autour du plan social. Vous allez le voir, les débats ont rapidement viré au dialogue de sourds. Propos recueillis sur place par Camille Henriot. Vous êtes confronté quand même à un plan de licenciement qui est le plan de licenciement d'une multinationale puissante, qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, et qui met en avant des difficultés économiques, mais qui reste encore à 300 millions de bénéfices. Alors je vais vous dire quand même ce qu'il y a dans ce plan social. Vous avez un congé de reclassement, alors il faut que je vous explique ce que c'est que le congé de reclassement, c'est ce qui vous permet de rester payé par l'entreprise le temps que vous trouviez un autre travail, le temps que vous puissiez vous reclasser, le temps que vous puissiez vous refaire une santé en termes de formation. Et vous avez un congé de reclassement qui est à 5 mois. C'est le plus bas de ce que j'ai vu depuis des années. Hein. Et il est payé à 65% du brut, c'est-à-dire qu'il est payé à peu près à 75% de votre net. C'est-à-dire que... Ça, c'était un plan de base qu'on vous a... Attendez, j'y viens. Pardon, attendez. On n'a pas encore négocié, il faut d'abord nous laisser le temps de négocier. Au moins de prendre la température, j'ai envie de dire, avant d'entrer en guerre. Il faut qu'on soit en capacité de les gêner, qu'on soit en capacité de mettre le doigt où ça fait mal. Et c'est l'expertise qui va nous permettre de mettre le doigt où ça fait mal. Là, ça va prendre énormément de temps et en fin de compte, tout va être repoussé. Et si toutefois on trouve des billes, entre guillemets, qui va payer l'avocat ? Combien de temps ça risque de nous prendre en justice? Combien de temps? Les gens ne veulent pas avoir leurs indemnités de licenciement dans 4 ans. Les gens ont bossé comme des fous, dans des conditions de travail qui n'étaient pas top. Par rapport à ça et par rapport à l'effort qu'on a tous fait durant toutes ces années, et par rapport notamment à la dernière année qu'on a fait et les résultats qu'on a eus, on attend quelque chose de spécial de votre part. Notamment parce qu'on est dans une zone sinistrée de l'emploi. Donc voilà, alors, moi je pense que dans un premier temps, notamment, il faudrait peut-être y aller comme ça. Il vous récompense en fermant l'entreprise. Voilà. Mais c'est inévitable. Et de toute manière, la notice pharmaceutique est vouée à disparaître. Comment voulez-vous qu'on force quelque chose qui gouvernementalement est en fin de compte cadré et voué à fermer? Enfin, on va tous aller sur le QR code, ça on peut lutter comme on veut contre, ça ne changera rien. Même si vous pensez que la boîte va fermer et que les emplois vont être supprimés, autant que vous
vous ayez, comment dire, le rapport de force, les informations et puis la capacité à peser sur la direction. D'abord, il faudrait prendre la température chez les gens pour voir vers quoi ils ont envie de s'orienter, vers du reclassement à terme, vers une reconversion. Là, c'est très très prématuré que de faire un tollé pareil alors qu'on n'a encore rien commencé. Si vous habitez à proximité du canal de la Sarre, vous l'avez peut-être constaté, Voies navigables de France entreprend depuis quelques semaines d'importants travaux. Par exemple, à l'écluse 20 de Sarralbe, l'établissement a procédé au remplacement de 2 portes écluses. Camille Henriot a suivi les opérations sur place. 2 nouvelles portes d'écluse ont été installées dans le canal de la Sarre. Elles font 6 tonnes chacune. L'opération s'est effectuée en plusieurs étapes. Il a fallu d'abord armer le camion grue pour qu'il supporte le poids de la porte. Les ouvriers ont ensuite procédé à la pose et la vérification des attaches pour que la grue soulève les portes de façon sécurisée. Ces nouvelles portes remplaceront les anciennes datant de 1955. Elles étaient dans un état de corrosion avancé. D'où la nécessité de les remplacer. Parallèlement aux portes, le dispositif de bâtard d'eau a été rénové car il était également en très mauvais état. Coût total des travaux, 590 000 € TTC. Le chantier doit se terminer fin février pour rouvrir la voie à la navigation dès le 1er mars 2025. Allez, on ouvre une page football à présent. Hier soir, les Sarregueminois ont fait match nul face au FC Sochaux-Montbéliard, l'un des cadors de la Nationale 3. Les Fayenciers ont su mettre la pression sur leurs adversaires, mais la rencontre s'est achevée sur un score de parité, 1 but partout. Retour en image avec Thibaut Desmerlet. Le SFC a montré sur le terrain qu'il en voulait. Face à la réserve professionnelle du FC Sochaux-Montbéliard, un des meilleurs clubs du groupe H, les Sarregueminois ont bien résisté. Mais la rencontre a fini en match nul avec 1 but partout. Dès le début, les 2 équipes ont eu la possibilité d'avoir plusieurs occasions. Et c'est avec acharnement que Mohamed Boutargui marque le premier but de la rencontre. Mais quelques instants plus tard, avant la fin de la première mi-temps, le gardien du SFC rate son dégagement. Une erreur qui a permis au FC Sochaux-Montbéliard d'égaliser. Sur la deuxième partie de la rencontre, le SFC voulait reprendre l'avantage sur le score. C'est lui qui est monté le plus vers les cages adverses pour tenter d'arracher le deuxième but, sans succès. Résultat final, 1 partout. On a souhaité faire un match complet avec un bloc équipe compact, mettre l'accent sur notre animation défensive et aujourd'hui les joueurs ont répondu présent, tant sur les efforts que sur la rigueur, la concentration, la solidarité. Le SFC reste pour le moment en queue du classement. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on retrouve le chemin de la victoire. Malgré un bon match aujourd'hui, ça fait qu'1 point. Mais ce qu'il nous faut, c'est 3 points et derrière nous pouvoir enchaîner avec une série. Pour la prochaine rencontre, les Sarregueminois affronteront l'équipe réserve du Racing Club de Strasbourg ce dimanche à domicile. Jetons maintenant un œil au classement général. Vous le voyez, les Sarregueminois ont décroché un précieux point avec ce match nul contre Sochaux, actuellement 3e de National 3. Les Fayenciers remontent ainsi à la 13e place, juste devant Roanne. Pour éviter la relégation, le SFC va devoir absolument gagner son prochain match ce dimanche contre la réserve de Strasbourg, classée 12e. Coup d'envoi à 15 h au stade de la Blisse de Sarreguemines. En attendant ce match décisif, le SFC a procédé à d'importants transferts lors du mercato hivernal. 7 nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe tandis que 7 autres l'ont quitté. Objectif du club, maximiser ses chances de maintien en National 3. Les détails avec Manuel Keller, le coprésident du club. Il est interrogé par Thibaut Desmerlet. Alors toute première question, concernant le dernier mercato pour le SFC, quels sont les changements qui ont été effectués et les changements qui vont être effectués dans l'équipe du SFC? Alors on a
On a réfléchi depuis le mois d'octobre. On a constaté qu'on avait quand même un certain déficit, notamment défensif, même offensif quand certains joueurs étaient absents. Du coup, on a décidé de se renforcer, quoi. Et on a eu la chance de trouver de très bons joueurs qui se sont engagés avec Sarreguemines. Je pense que les spectateurs de la Blise l'ont vu ce soir. On a une équipe qui désormais a le niveau. Alors maintenant, il faut simplement encore trouver quelques automatismes, de la confiance et je pense que ça peut le faire. On parle de combien de changements de joueurs à peu près? Alors on a 7 nouveaux joueurs. On a également des joueurs qui sont partis en parallèle, quoi. Et finalement, ce sont quasiment que des joueurs qui ont joué en N3 ou en N2. D'autres changements à venir ou pour l'instant ça reste sur 7 joueurs? Je pense que c'est déjà pas mal. Du coup, on a encore Billy Modeste qui va débuter ce week-end, Johan Dumais qui s'est blessé sur l'échauffement. Mais globalement, il y avait aujourd'hui 5 nouveaux joueurs et le mercato s'arrête là. Tout autre enjeu, cette fois dans le pays de Bitche, où une association voit le jour pour aider les propriétaires de forêts privées. Son nom, Action Forêt. En Moselle, 12 000 hectares de forêt sont entre les mains de petits propriétaires. Jean-François Reinert, président de l'association, nous explique les missions de cette nouvelle organisation au micro de Camille Henriot. On travaille sur un domaine qui est celui de la forêt, plus particulièrement de la forêt privée. La forêt privée, alors conçue dans le sens de la propriété, de cette propriété privée, mais aussi dans ce qu'elle peut apporter à tout le public, que ce soit la marche, que ce soit les champignons ou toutes les autres fonctions de la forêt, y compris les fonctions économiques et écologiques. Donc écoutez ce que disent les acteurs et les personnes qui utilisent cette forêt, essayez de les sensibiliser un petit peu aux différentes problématiques, notamment économiques et environnementales, mais aussi juridiques, et puis essayez d'aider un peu les petits propriétaires de forêt. Alors, ce sont des parcelles de propriété privée de petite taille qui sont très très nombreuses et c'est la majorité sur le territoire de Bitche. Il y a beaucoup de petits propriétaires, beaucoup de petites parcelles avec donc de 6 000 à 12 000 hectares suivant les problématiques, suivant la façon dont on regarde tout le territoire avec les parcelles qui sont attribuées à quelqu'un qui est propriétaire, d'autres parcelles qui ne sont pas encore en propriété, notamment la problématique de l'indivision. L'indivision est un problème lié à l'héritage. Plusieurs personnes héritent d'une même parcelle et tous doivent se mettre d'accord pour louer ou vendre cette parcelle de forêt. Un vrai problème dans le monde forestier. D'où l'objectif de l'association d'informer ces petits propriétaires du pays de Bitche. Un conseiller forestier de la Chambre d'agriculture de Moselle viendra les épauler dans cette mission. En attendant, l'association Action Forêt invite les propriétaires forestiers privés à se faire connaître au plus vite pour identifier leurs besoins dans l'entretien de leur forêt. On reste dans nos forêts mosellanes. Après la flore, place à la faune. Entre 2016 et 2020, 20 lynx ont été réintroduits dans les forêts du Palatinat. Certains ont traversé les frontières et ont été aperçus dans les Vosges du Nord et du Sud. Mais alors, combien sont-ils aujourd'hui? Eh bien, c'est tout l'enjeu d'une étude intensive franco-allemande qui est en cours. Les partenaires se sont récemment réunis à Sturzolbronn pour faire le point. Écoutez. Nous devons savoir à l'heure actuelle quelle est la densité de population et quels sont les nombres d'individus. Parce que pour l'avenir et la pérennité de l'espèce, pour que le lynx puisse reconquérir le massif des Vosges et aller vers le Jura et échanger avec le Jura, il va falloir qu'on ait une forte connaissance de la population transfrontalière. Parce que cette connaissance de population transfrontalière va permettre aussi de faire une modélisation. Quand on dit modélisation, c'est faire des projections du futur, à savoir combien de femelles il y a, combien de mâles est-ce que nous avons. Est-ce que ces 20 lynx qui ont été lâchés dans le Palatinat seront suffisants pour assurer la pérennité et l'expansion pour une population durable du lynx palatin Vosges vers le Jura? Voilà, donc ça c'est la grande question et à l'heure actuelle nous avons une grande préoccupation étant donné que les chiffres ne sont pas très bons du tout et il va falloir que nous pensions à un nouveau projet de renforcement. Et les Allemands sont en train d'étudier un nouveau renforcement pour un lâcher de femelles du côté allemand
pour qu'on ait un nouvel input, comme on dit dans le jargon biologique, à savoir un nouveau appel de lynx afin de dynamiser la reconquête du territoire. Les acteurs impliqués dans la réintroduction du lynx dans le massif des Vosges appellent à l'arrivée de nouveaux individus pour renforcer la population actuelle, faute de quoi l'espèce pourrait à nouveau disparaître de nos forêts. Prenons la direction du collège de Puttelange-au-Lac à présent, où les élèves créent un livre pas comme les autres. Sa particularité, il est en 3D, autrement dit en relief. Sous la houlette de l'illustratrice sud-coréenne Inky, ils s'initient à l'art du livre pop-up, une occasion pour certains de révéler leur passion pour le dessin et de laisser libre cours à leur imagination. Marie-Morgane Pires s'est glissée dans l'un de ses ateliers, regardez. Vous allez réaliser du coup à cette manière. On peut avec des papiers découpés, ça va? Il crée un livre pop-up inspiré du conte de La Belle et la Bête. Ces élèves de 6e passent leur matinée dans leur salle d'art plastique. Ils sont encadrés par une illustratrice, Inky, passionnée par le travail du papier et autrice de 16 livres jeunesse. Elle vient régulièrement dans l'arrondissement pour transmettre sa passion avec les élèves. Tu peux faire un petit mais un grand aussi, parce que comme ça on ne mettrait pas un perspective. Je le garde. C'est une initiation des techniques que j'utilise. Après, surtout que j'aimerais laisser faire à leur manière, alors laisser imaginer, pourquoi pas faire autre livre que je suis en train de faire avec aujourd'hui. Et c'est surtout le but de laisser développer leur imagination. Dessins, découpage, collage, le travail est conséquent pour créer ces livres en 3D. Ces collégiens de Puttelange-au-Lac ont au total 3 séances de 3 heures pour finaliser leur projet. Répartis en petits groupes, ils ont chacun une page à leur charge. Et pour les arbres aussi, les arbres tout noirs, on voit que les silhouettes. C'est pas tous les jours, donc c'est bien de faire un projet, surtout avec une artiste qui est née en Corée du Sud et qui vit en France. Et moi je suis contente parce que je connaissais déjà ces livres quand j'étais petit. En plus de cette classe de 6e, des élèves des écoles élémentaires, Jean 23 et Jean Moulin de Puttelange-au-Lac, prennent part au projet. Ils travaillent sur d'autres contes. Un atelier qui les sort de leur quotidien des cours. Ce qui est formidable pour des élèves, notamment de Puttelange, éloignés des grandes villes, c'est de pouvoir rencontrer une artiste et tout ce qui est appropriation et connaissance. Donc ils découvrent des techniques, ils découvrent ce qu'est un pop-up, ce qu'est un livre carrousel, etc. Le projet est soutenu par la DRAC, le dispositif Passe Culture, la municipalité de Puttelange et le collège. Une exposition sera organisée à l'espace culturel le 14 mars pour les élèves. L'artiste Inky sera de retour pour l'occasion. Dans un instant, votre rendez-vous face à l'objectif. Aujourd'hui, c'est au tour du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines de se prêter au jeu de l'interview. Mais avant cela, voici la météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, à partir de demain, on devrait retrouver une météo plus favorable. Le ciel commencera à se dégager et laisser place à quelques éclaircies. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain, nous fêtons les Marcel et il fera jour de 8h03 à 17h26. Passez tous une belle journée et à demain! À toutes les filles que j'ai aimées avant. Retrouvez Didier Barbelivien en concert à l'espace Cassin de Beach, samedi 1er février à 20h30. Réservez vos places sur www.product-son.fr ou auprès des points de vente habituels. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. On termine notre série d'interviews avec le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, nommé fin 2024. Quel bilan tire-t-il de ses premiers mois dans notre territoire? Quels sont ses projets et objectifs pour 2025? Les réponses dans cet entretien réalisé par Francis Hoffman.
Face à l'objectif, nous accueillons aujourd'hui le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une excellente bonne année 2025 de la part de l'ensemble de l'équipe de Mosaïque Cristal. Bah écoutez, merci. Et puis à mon tour, je souhaite à l'ensemble de l'équipe qui depuis 2 mois m'accueille de manière très positive une année 2005 vraiment qui remplisse tous ses projets. Ben, ça fait à peine 2 mois que vous êtes ici, installé à Sarreguemines. Alors comment est-ce que globalement le territoire vous accueille ? Je suis vraiment très très reconnaissant à l'ensemble des différentes parties du territoire, que ce soit la population, les élus, les industriels, les journalistes, les associations, les syndicats, enfin tout le monde m'a très bien accueilli et en ayant eu l'occasion d'en échanger avec mes prédécesseurs, je crois que c'est une tradition d'hospitalité de cet arrondissement de Sarreguemines et de Bitche et de l'ensemble de ses communes. Alors j'imagine que quand on est affecté à une région comme la nôtre, un peu excentrée quand même, proche de l'Allemagne, habité par des gens quand même très ruraux, avec leur personnalité, on peut quand même être quelque peu dépaysé. Alors, je vais vous répondre franchement, non, je n'ai pas été dépaysé puisque j'ai commencé ma carrière dans le corps préfectoral il y a plus de 20 ans, dans le Saulnois, dans une partie de la Moselle, en ayant aussi connaissance de ce territoire. Et encore une fois, non, je ne suis pas dépaysé parce que je connais le poids que ce territoire a payé pour l'histoire de notre nation. Et donc, au contraire, c'est plutôt un honneur de servir dans cet arrondissement. Alors pour qu'on apprenne peut-être à mieux vous connaître, donc vous êtes nouveau, alors qui êtes-vous, d'où venez-vous, quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt ? Alors, qui je suis ? Bah, écoutez, je vais commencer par le début. Je suis né à Casablanca, de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans et mes parents sont installés en Seine-Saint-Denis. Ensuite, j'ai travaillé très jeune pour financer mes études, ce qui m'a permis de partir une fois que j'avais un diplôme universitaire pendant 2 ans au Japon pour connaître le Japon. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le milieu social, associatif pendant une 15aine d'années et à l'âge de 40 ans, j'ai intégré la fonction publique après avoir fait l'ENA dans le corps préfectoral. Voilà, et depuis 20 ans, c'est mon 6e poste de sous-préfet d'arrondissement. Très bien, on ne le fait peut-être jamais assez, mais alors quel est alors en très succinct, on va rester très synthétique, quel est le rôle principal du sous-préfet ? Le rôle principal du sous-préfet d'arrondissement, c'est de faire le lien permanent entre les besoins d'un territoire, les besoins de sa population, les besoins de ses élus, et puis les politiques publiques. Voilà, c'est le couteau suisse ou c'est l'huile dans les rouages. Voilà, c'est ce qui permet de faire en sorte que nous puissions vivre dans la concorde. Vous êtes un sous-préfet déjà très présent. Au bout de 2 mois, on vous a déjà vu un peu partout. Merci, c'est grâce à vous également. Merci. Alors, vous parcourez le territoire, accompagné des équipes municipales. Et globalement, alors à quoi servent ces rencontres ? Bah, écoutez, moi j'ai la certitude, et puis comme j'agis dans le cadre d'une politique publique, qu'une bonne politique publique, une bonne réponse aux besoins des citoyens des territoires, c'est d'être d'abord à leur écoute. Pour moi, les politiques publiques, elles se construisent par le bas. Et donc, comme elles se construisent par le bas, il faut être à l'écoute des territoires. Il faut aller vers les élus, il faut aller vers la population et écouter et échanger. Et leur apporter les réponses quand même. Mais bien sûr, mais leur apporter les réponses, ça fait aussi partie de la présence sur le terrain. Absolument. Alors quelles sont selon vous les préoccupations majeures des communes et quelles aides et conseils est-ce que vous leur apportez ? Les préoccupations majeures qui ressortent de mes différentes
visite sur le terrain, de liens et de réunions et d'échanges avec bien évidemment les élus et la population et les parties prenantes, les forces vives d'un territoire, c'est toujours des interrogations sur l'avenir. Qu'est-ce qui va nous arriver demain? C'est ça, ouais. Comment allons-nous affronter ce 21e siècle sur le point de vue démographique, économique, environnemental, et les réponses que je leur apporte de manière très, très récurrente et systématique, c'est que l'avenir de chaque territoire se fait en fonction de la projection et du souhait de ceux qui habitent, de leur envie, de leur investissement. Je rappelle que c'est les hommes qui font le territoire. Et ce n'est pas le territoire qui fait les hommes. Hein. Quand un territoire n'a pas d'hommes, c'est le désert, ben, il n'y a pas de projection. Absolument. Voilà. Alors justement, on reste un peu dans par rapport à votre réponse, on reste un peu dans cela. Est-ce que selon vous, nous sommes un territoire de caractère, avec du potentiel, des envies d'aller de l'avant? Est-ce que selon vous, ce territoire, les communes que vous visitez, est-ce qu'elles sont capables, selon vous, de travailler vraiment ensemble? Alors, deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est-à-dire comment je peux vous dire ma vision des potentialités de ce territoire, hein, de ces 83 communes qui forment l'arrondissement de Sarreguemines. Oui, le potentiel est très fort, aussi bien dans la ruralité que dans l'urbain. Il y a un tissu industriel, il y a un tissu artisanal, il y a des traditions manufacturières, il y a des femmes et des hommes de qualité, il y a des projets d'avenir. Donc oui, les potentialités de ce territoire sont réelles. Hein. On a un gisement de potentialité dans cet arrondissement. Voilà. Et ce n'est pas juste des mots, il y a des faits, une réalité concrète derrière. Ensuite, et vous avez raison, la meilleure façon d'optimiser, c'est-à-dire de rendre encore plus importantes ces potentialités, c'est l'unité. C'est l'unité, voilà. S'il n'y a pas d'unité, si elle est moindre, si elle est faible, alors on est frontalier de nos amis allemands, de nos amis alsaciens, de nos amis lorrains. Ben oui, il y a une concurrence des territoires. Et pour cela, le vrai élément qui pèse et qui compte, c'est l'unité. Alors, quels sont les grands projets que vous avez sur la table ? Là, on vous sollicite pour un accompagnement. Alors, on sollicite sur les accompagnements. Alors, on va prendre un grand projet industriel sur le territoire qui est celui de l'Ossolis, voilà, sur lequel il y a un travail qui est fait avec l'ensemble des services de l'État et des collectivités, bien évidemment, que ce soit la ville de Sarreguemines, que ce soit l'intercommunalité La Casque, que ce soit la région, que ce soit le département. Donc voilà, il y a quand même un beau projet. Ensuite, il y a tous les projets de rénovation thermique, hein, de transition écologique, qui sont des éléments structurants. On sollicite aussi beaucoup l'État sur la transformation des écoles, des regroupements pédagogiques intercommunaux. Donc, toute la palette des politiques publiques et puis localement, dans la ruralité, tous les micro-projets qui intéressent les habitants. Alors chaque sous-préfet a un peu son dada. Moi, j'en ai connu un. Il pensait que l'arrondissement de Sarreguemines devait devenir absolument une grande communauté des communes. Par exemple, il se battait vraiment pour cela. Alors vous, est-ce que vous avez aussi... je dirais un dada, un domaine que vous affectionnez particulièrement, et ce serait lequel? Pour moi, et c'est ce que, encore une fois, je dis à chaque visite communale et à chaque échange avec les élus, c'est que
l'administration territoriale de la République, hein, la loi du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la République dit que cette administration territoriale, elle relève de l'État territorial, donc le préfet, le sous-préfet et ses services, et l'ensemble des services déconcentrés d'État et des collectivités territoriales. Voilà. Donc mon dada, c'est que demain, ce qu'on veut faire, la vision de demain, d'après-demain, on la co-construit. On la co-construit. Et ça sera mon leitmotiv permanent, c'est si ensemble on voit dans la même direction, alors on ira loin. Mais c'est une vision partagée. Très très bien. Avec un gouvernement finalement très instable, est-ce que dans votre fonction, vous êtes quelque part gêné ou freiné dans votre action? Dans le quotidien, le rôle du sous-préfet d'arrondissement, sous les directives du préfet du département, c'est d'appliquer le droit positif et de répondre aux besoins de la population. Et ceux-là, ils sont quotidiens. On l'a bien vu avec la nuit de la Saint-Sylvestre et de la réponse collective qui a été donnée. Et ceux-là, ils ne dépendent pas des évolutions hors ceux qui existent déjà sur le territoire. Donc, bien évidemment, il faut que nos concitoyens de l'arrondissement de Sarreguemines, mais de l'ensemble du département et de la France, aient bien en tête que l'ensemble des services de l'État et des collectivités continuent à travailler dans l'intérêt général, et c'est normal. Ça s'appelle la République. Très bien. Bah, écoutez, nous voilà déjà arrivés au terme de cet entretien. Monsieur le sous-préfet, il est de coutume en début d'année de laisser la parole à nos invités pour qu'ils puissent présenter leurs vœux. Vous pouvez le faire face caméra. Je souhaite que l'année 2025 soit pour chacune et chacun une année d'épanouissement et d'accomplissement. Voilà. Dans les domaines que chacun souhaite voir évoluer. Épanouissement, accomplissement. Et ensuite, sur un deuxième volet qui nous concerne toutes et tous. Voilà. Moi, je souhaiterais que cette année 2025 soit pour collectivement l'ensemble des habitants de l'arrondissement de Sarreguemines une année qui s'inscrive sous la bannière ternaire, la sérénité. La sérénité, c'est ce qui nous permet d'affronter tous les jours l'inconnu. On va dans une année 2025, on ne connaît pas les cycles, on ne connaît pas les événements, on ne connaît pas les températures. Et donc, la meilleure façon de l'appréhender, c'est la sérénité. C'est quoi qu'il arrive, on continuera d'avancer. Et c'est en anticipant, en se préparant au fait que on ne sait pas ce qui va advenir, mais sereinement, on s'y prépare. On verra et on réglera. La sérénité, c'est le premier souhait pour chacune et chacun. Ensuite, l'unité. Parce que sans unité, on ne pourra pas collectivement avancer aussi loin, aussi fort et aussi vite. Voilà. L'unité, elle est très importante. Je rappelle que c'est un arrondissement où il y a 2 établissements publics de coopération. Coopération, c'est déjà un élément de l'unité, c'est ensemble. Et pour avancer, il faut qu'on soit ensemble. Sérénité, unité. Et puis le troisième, qui est aussi fondamental, hein, qui est à la base même de notre avancée commune, c'est la solidarité. La solidarité avec nos compatriotes qui sont en situation de handicap, de maladie, qui ont perdu un emploi, la solidarité avec celui qui a moins que nous, la solidarité avec ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. La solidarité, c'est tous les jours penser que on n'est pas seul et que quand on donne, on s'enrichit. Voilà vraiment les 3 vœux que je souhaite que collectivement nous puissions accomplir sur l'année 2025, sérénité, unité et solidarité. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci à vous et merci de votre accueil. Et encore une fois, je renouvelle tous mes vœux pour la qualité de l'accueil et du travail de l'équipe. Merci.